Bonjour Georges. Bonjour Pedro, bonjour à tous, bonjour Marco, Hugues. Alors, on va ouvrir tout de suite, sur, un événement que Fréquence Populaire, va, vous partager. Donc hier, on était à la réunion de soutien, pour la libération de Boualem Sansal, au Théâtre Libre, donc à Paris, et Georges, tu vas nous en dire un mot. Écoutez, non seulement vous en dire un mot, mais on en a fait un reportage. On a interviewé de nombreuses personnes hier. Donc ça se passait au Théâtre Libre, c'était à l'organisation du comité de soutien à Boualem Sansal, dont je fais partie depuis le début. Et là, c'était organisé principalement par Marianne et la revue politique et parlementaire, donc Marianne avec Natacha Polony qui était là, Arnaud, Arnaud Benedetti, qui dirige la revue politique et parlementaire. Et nous, alors cette fois-ci de République Souveraine, on s'est greffé sur l'organisation. Et donc je salue tous les camarades qui ont pu venir pour donner un gros coup de main, qui a été très apprécié. Tout le monde nous a encore remercié après et ce matin de l'aide apportée à l'organisation de cet événement important où sont venues plus de 1000 personnes. Euh, C'était plein à craquer, hein. Ouais, c'était plein craqué. L'entrée était un petit peu sportive. Alors, il y avait de tout, des gens simples, des inconnus, comme on dit, et puis il y avait des citoyens engagés sur la défense de la liberté d'expression, de la laïcité, puisque c'était ça les deux grands thèmes de la soirée derrière le soutien à Boualem Sansal, qui, je le rappelle, est un écrivain algérien, franco-algérien depuis 1 an, et qui a été récemment arrêté il y a un mois à Alger pour haute trahison en raison des propos qu'il a tenus dans une émission sur les frontières historiques entre le Maroc et l'Algérie. Et Boualem Sansal a 80 ans. Bon. Donc hier soir, je disais des gens, des citoyens euh, engagés et jusqu'à d'anciens ministres. Il y avait Manuel Valls, il y avait Cazeneuve, il y avait Henri Guénaud, Blanquer, Blanquer, il y avait Madame Pécresse qui était là. Il y avait des madame militants Lenoir aussi. plus de gauche, Madame Lenoir, les éditions Gallimard, qui est le patron des éditions Gallimard, qui a fait un très beau discours puisque c'est Gallimard qui publie les livres de Boualem Sansal. Des journalistes, une thésarde très intéressante qui a peut-être été la plus pertinente sur les écrits de Boualem Sansal, qui a écrit une thèse de doctorat en 2018 sur Boualem Sansal et qu'on a interviewé également. Bien sûr, toutes les associations militantes laïques, diverses et variées. Et donc, c'était une réunion sur des piliers, on peut dire, de la République, euh, dans lesquels se retrouvent encore une fois des gens qui sont soit de gauche, soit de droite. Donc c'est en ça que c'était intéressant. Voilà. Et donc le comité de soutien eh bien, a organisé cette soirée en moins d'une semaine. Nous, on s'est greffé dessus il y a 4 jours. Et d'autres actions vont voir le jour à partir de celle-ci. Merci Georges, effectivement, c'était, riche en émotions, si on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut révéler, quelques, surprises qu'il va y avoir dans ce reportage ou d'interviews qu'on a fait, où Ah, on mais garde le suspense? fais-toi plaisir, Pedro. Effectivement, puisque comme on a un média pluraliste, on a donné la parole à tout le monde et donc, à mon grand plaisir, nous avons obtenu quelques mots, d'un certain Manuel. Voilà, mais on garde la surprise pour après. Hem Donc, alors sur les réseaux sociaux, je me permets de dire quelque chose. Certains nous ont dit: «Oui, la France s'ingère encore dans les affaires de l'Algérie. Qu'est-ce qu'elle a Pourquoi des Français viennent se mêler?» Bah, juste parce que Boualem, il est aussi français
et que, ben, on n'abandonne pas nos compatriotes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, bon, certains pourraient argumenter qu'il n'est français que depuis 1 an ou 2 ans, mais bon, enfin, il est français de cœur depuis extrêmement longtemps. Il écrit en langue française, il a reçu énormément de prix en France, il est publié par Gallimard. Heu voilà. Il est, français, selon les papiers depuis, peu de temps, mais français de cœur depuis très, très longtemps, et c'est une des figures littéraires, de la France, donc bon, voilà. Il écrit dans énormément de magazines, en dehors de ses livres. Il fait un nombre incalculable de conférences et d'émissions. C'est une figure en France. Tous les gens qui étaient là l'ont connu d'une manière, pas tous, mais une grande partie de ceux qui sont intervenus, qui ont organisé, l'ont connu d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a beaucoup de questions, dans le chat. Non, Heu, mais Habib n'était pas là. Voilà. voilà, exactement. C'était très divers et c'était surprenant, il y avait pas mal de jeunes. Alors que généralement de ce genre d'événement, il y a, beaucoup de gens, assez âgés. Pour une fois, il y avait pas mal de jeunes et des jeunes de partout et vous le verrez dans notre reportage, donc on garde le suspense et non, Manuel n'était pas à Séoul, heu et Peut-être qu'il a puis pris l'avion après, voilà. exact. Il y avait les Mais équipes de bon, Charlie Hebdo aussi qui étaient là. sur la question de la laïcité, bon, on apprécie ou pas, évidemment les gens du Printemps républicain, et puis il y avait les gens de une grosse délégation, de Charlie Hebdo, Mmh. voilà, qui en a sympathiquement échangé également. Donc merci à tous et ceux qui étaient là, ceux qui ont soutenu et cetera et on va Il y a passer à notre Gigi qui a deuxième. écrit, «Je comprends pourquoi la France est évacuée du continent africain». Alors je pense qu'on comprend très, très bien, on a beaucoup parlé, mais là je vois pas bien le rapport en fait avec Boualem Sansal. Heu, il y a des écrivains par exemple, panafricains, qui se font arrêter en France, mais c'est pareil. Nous, on est contre l'arrestation des gens, pour leurs idées, et même s'ils critiquent la France, ça n'a aucune, ce sont 2 choses qui sont totalement, non liées. Oui, de toute façon, un auteur, quel qu'il soit, peu importe ses écrits, on parle pas d'un activiste qui va poser des bombes, on parle de quelqu'un qui écrit. Déjà le principe même qu'il y ait des livres interdits, c'est déjà un problème. Et Mais puis alors, c'est pas une question, oui, c'est pas Mein Kampf, hein. Tous les auteurs sont pas cool, peut-être. attention, j'ai dit des livres, j'ai pas parlé des étrons. Bon, voilà. Par contre, on va parler d'un autre sujet sérieux qui, nous choque, tout autant. C'est donc, on en parle presque tous les Ah, jours, je suis mais agacé les gars, voilà, Joey Strategica qui a écrit Combat inutile, on s'en fout, c'est une histoire israélo-algérienne. Non, c'est une histoire franco-algérienne. Mais pour être aussi sans salle, pour être sioniste, que ça change. Et indignation à géométrie variable, non, je vous dis non. Quand, Kémy Séba se fait arrêter, on est totalement opposé également. Et je crois que Kémy Séba aime pas beaucoup les juifs, si j'ai bien compris. Donc ouais. c'est pas ça le problème, je suis désolé. Le problème, c'est que c'est un et en fait, la je pour ceux qui réagissent, sans connaître, la thésarde, enfin la thésarde, celle qui a écrit sa thèse sur Boualem Sansal, explique bien que c'est un libertaire. C'est un libertaire classique des années 70, un peu individualiste, c'est-à-dire quelqu'un qui, était considéré comme le cœur de la gauche il y a encore 40 ans. Il y a 40 ans, la gauche aurait manifesté de République à Nation, et ça montre, cette soirée, le glissement bizarre, de la laïcité, qui était le combat de la gauche pendant, plus de quasiment 2 siècles maintenant, et qui est devenu, qui glisse à droite. Parce que franchement, il faut le dire, et malheureusement, enfin pour moi, hein, plus de gens de droite hier à cette soirée que de gens de gauche. Heu, allez, donc le sujet, pardon. Alors le sujet, c'est qu'on en parle, suffisamment, mais voilà, on suit, avec attention, le procès en cours avec Samuel Paty et donc on voit et ça, c'est je pense que ça va choquer pas que,
la famille de Samuel Paty, c'est seulement 18 mois avec sursis requis contre Priscilla Manguel et c'est elle qui avait, attisé la haine, qui avait, on va dire, alimenté, la situation. Alors c'est vrai qu'en France, on a beaucoup, beaucoup de mal, à condamner ceux qui, heu, font le moteur justement, de la haine. Je pense, on va dire, il y a eu beaucoup, de leaders d'extrême droite, par exemple comme Serge Ayoub, qui, ont, fait la tête de pas mal de jeunes qui ont commis des exactions après et qui n'ont jamais été inquiétés. Bon, là, c'est, dans le cas, particulier, c'est donc, madame Priscilla Manguel, non, mademoiselle ou madame, je ne sais pas maintenant, et donc qu'est-ce que tu en penses, Georges? Bah, ce que tu viens de dire Pedro, le principal, point c'est que ceux qui attissent, la haine, sont pas tellement poursuivis. Voilà, encore une fois, là, le sujet, c'est, sur ceux qui ont mené à la décapitation de Samuel Paty, qui était un choc, national, heu, mais comme tu l'as dit, ça concerne l'extrême droite. Mmh, C'est assez dangereux parce que ça veut dire que, à la fin, à force, les 2 cas que tu viens de citer, font jurisprudence, mmh, que ça va être difficile de condamner derrière des personnes, qui appellent à, je sais pas, au meurtre de juifs, au meurtre d'arabes, au meurtre de musulmans, au meurtre de catholiques, peu importe. Heu, mais surtout s'ils le font de manière plus subtile, si ceux-là ne sont pas condamnés plus sévèrement. Heu, et on sait que maintenant depuis un certain nombre d'années, le monde a changé, les groupes extrémistes se servent des réseaux internet pour inciter les gens à. Et encore une fois, ça concerne aussi bien des évangéliques, sur le continent américain que des islamistes, par exemple, de Daesh qui ont été parmi les premiers à utiliser les réseaux sociaux, internet pour inciter des gens à. Heu, c'est un peu comme le deal de comme, le trafic de drogue. Si on ne fait que condamner le petit vendeur, du bout de la rue, et pas ceux qui sont à la source, ben, ça va pas s'arrêter. non, tout à fait, c'est c'est important de le mentionner et comment justement, demain, même par rapport à nos propres lois, on a, des lois qui condamnent, les, imams radicaux, mais pourquoi eux seraient condamnés si d'autres peuvent sortir libres, en ayant des discours de haine? Il faut avoir une certaine cohérence. Soit on condamne et dès lors que on est dans un discours visant à provoquer, des exactions, on devrait avoir une tolérance zéro et effectivement, là, pour la jeune fille, c'est quoi la leçon? À part la médiatisation du procès, elle s'en sort très bien, alors qu'elle a contribué à la décapitation de quelqu'un. Ouais. Faut voir comment la personne en tant que jeune Mais adulte va se après, il y a c'est le fonctionnement aussi de la justice. Son avocat va dire: «Mais vous pouvez pas prouver le lien entre, le fait qu'elle ait écrit ça et la décapitation. Elle ne le voulait pas, c'est pas intentionnel, donc quand c'est pas intentionnel, déjà tu changes de registre et puis, comme c'est pas intentionnel, heu il y a tous les arguments bizarres de bonne foi, il y a le principe de liberté d'expression, elle ne savait pas, enfin bref, si tu as un bon avocat dans le cadre du système actuel, ces choses-là étant peu sanctionnées, bah, on peut s'en sortir et c'est tragique. alors on va Est-ce enchaîner que sur Louis Sarkozy sera condamné pour son appel à la haine? Alors je sais pas quel est l'appel à la haine de Louis Sarkozy, de I-12, mais je sais pas s'il va être condamné pour conneries. Parce que ça, il mérite vraiment une grosse fessée, le fils de Louis Sarkozy. Parce que quand je l'écoute des fois et que je tombe sur lui, oh là là, c'est terrible. déjà, à part être le fils de Sarkozy, il a fait quoi dans la vie pour pouvoir parler à la télé? Rien, tu rien fait. Si, il habitait à l'Élysée, ça compte ça? Et c'est pas lui qui balançait à la fronde, quand il était jeune, des cailloux sur les flics de l'Élysée? Il y a pas une histoire comme ça? Je me Ouais, souviens. si, Je si. crois que c'est lui.
il y a CJ qui écrit: «Je me trompe, Hollande avait déclaré avoir autorisé d'assassiner 40 personnes au Proche-Orient». Oui, oui, c'était dans son livre et il a avoué, que, bah, voilà, le président même de France, font des exécutions extrajudiciaires. Heu, bon, d'abord, c'est bizarre d'en parler, c'est dans le cadre d'un État et c'est quelque chose, qui devrait être, également sur lequel le parlement devrait avoir la main, ce qui n'est pas le cas en France, donc c'est très, très discrétionnaire, de la part du président. Heu heu, voilà, ce qui permet de mener des assassinats à droite à gauche. D'ailleurs, là on parlait, encore une fois, quand il s'agit d'ennemis, je ne sais pas si on peut parler ici d'assassinat, parce que ce sont des opérations commando de gens qui sont en guerre et d'ennemis, donc pas exactement un assassinat, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure avec Hamzat Boukhari, qui est arrivé dans le bac office, qui sera là tout à l'heure, notre invité du jour, qui va nous parler du panafricanisme, un sujet extrêmement intéressant. Mais il y a des gens qui ont été un petit peu tués comme ça, comme Thomas Sankara. Nos services ont participé malheureusement à l'assassinat de ce grand monsieur. Oui, là, c'est également un assassinat, effectivement. Alors, on parle, justement, on l'a évoqué, hein, dès le départ, de la chute de Bachar el-Assad, qu'il fallait faire très attention aux informations que les gens qu'on allait voir, d'un peu à gauche et à droite, et CNN s'est, illustré avec une fausse libération, du moins une fausse libération. Alors on ne sait pas exactement, qui est-ce qu'ils se sont fait avoir et ça les arrangeait bien et qu'ils ont laissé. Donc en fait, ils ont libéré un prisonnier qui était pas un prisonnier, mais bien un tortionnaire. Donc voilà, ça en dit beaucoup sur le traitement journalistique, de ce qui se passe, en Syrie. Mais qu'est-ce que toi tu en penses, Jean? Et je pense que d'abord, il faudra vérifier si c'est un tortionnaire ou si c'est pas juste un acteur. Ça révèle, le fonctionnement des médias, en Occident. Encore une fois, on l'a dit de très nombreuses fois, mais je le fais à chaque fois parce que sinon, on prend pas au sérieux. Le régime de Bachar el-Assad est un régime dictatorial, avec plusieurs services de sécurité qui ont leur lot, d'exécutions, de tortures, d'arrestations, arbitraires, de tabassage, encore une fois, de torture. Mais, comme on a une vision totalement la géopolitique, en Occident est vue sous l'angle idéologique et donc elle ne peut être que binaire. Il peut y avoir que le bien et le mal. D'où cette approche toujours la même, toujours aussi absurde. Saddam Hussein, c'était le pire dictateur, il avait la plus grande armée de 3e ou 4e armée au monde, c'était atroce, il n'y a pas eu de régime pire. D'ailleurs, il ressemblait à Hitler. Et pareil avec, Milosevic. Et pareil avec, Kadhafi en Libye. Et pareil avec Assad. Donc il faut que ce soit absolument atroce. Il faut que tout ce qu'a fait l'Occident soit justifié. Enfin, quand je parle d'Occident, je parle de la CIA, de Washington, des atlantistes. Il faut que ce soit justifié et donc on a toutes ces histoires, mais on en a des tonnes, des tonnes. Ce qui est étonnant, c'est combien les journalistes et malheureusement un certain nombre de citoyens n'arrivent pas à mémoriser tout ça pour avoir un doute quant à ce qu'on leur montre. Ce sont les couveuses en Irak. Vous vous souvenez cette histoire absurde que les soldats irakiens avaient débranché toutes les couveuses dans un hôpital à Jeter les bébés par terre. jeter les bébés par terre. Bon, on a découvert après que pendant des années après que l'infirmière, qui avait, témoigné n'était pas une infirmière, était la fille d'un prince, koweïti et que ça faisait partie d'une opération, PR. Son nom m'échappe, mais cette soldate américaine qui avait été libérée par les forces spéciales américaines alors qu'elle avait été torturée par, les soldats du régime irakien. Bon, bah, c'était une camionneuse de l'armée américaine, qui a sauté sur une mine et qui a été sauvée par des soldats irakiens, qui étaient amenés à un hôpital où ils lui ont mis du sang, ils lui ont sauvé la vie. Bon, c'est toutes les histoires, en Somalie, c'est, la colonne de mercenaires noirs qui arrivent d'Afrique noire, du Tchad pour, tuer tout le monde à Benghazi. C'est les bombardements, de civils, massifs, par Kadhafi. C'est toutes ces histoires qui sont tout le temps des histoires
ultra exagérées, soit complètement inventées pour tellement émouvoir les gens, de se dire: «Ah voilà, c'est terrible». Donc oui, il y a des et là, on a la thématique des prisons, en ce moment sous Assad. Il y a suffisamment, je pense, de gens, qui ont subi des exactions, sous Assad pour témoigner, pour ne pas avoir besoin d'inventer des histoires. Mais voilà et je refuse l'idée que la cette journaliste très réputée de CNN, grosse chaîne mondiale, hein, c'est pas, Fréquence Populaire, c'est pas nous, qui ont des moyens colossaux d'investigation, d'enquête, de vérification, eh bien, soient bernés. Bah et on vérifie avant les informations. Moi, je crois plutôt que c'est comme d'habitude, c'est monté pour pouvoir faire du buzz et justifier ce qui se passe. Or et justifier quoi de ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'on a un groupe terroriste affilié directement à, Al-Qaïda, à Daesh, qui a commis toute une série d'attentats, en France, en Europe, aux États-Unis, dans le monde arabe musulman, en Afrique, tuant des dizaines de milliers de personnes, et qu'il faut trouver un moyen d'expliquer que quand même ce sont des gens bien. C'est des djihadistes inclusifs. Ça fait partie de ce processus orwellien, complètement orwellien, de réécriture de la réalité du moment. Pour la simple et bonne raison que c'est encore une fois, c'est une vision absolument idéologique du bien et du mal. Au moins, avant, avec les Henry Kissinger, qui était vraiment une crapule de niveau intergalactique, celui qui a organisé tellement de coups d'État en Amérique latine que ça nous prendrait plusieurs jours à les dénombrer. Mais au moins, lui, il disait, il n'y a pas besoin de justification. Il disait: «Ah oui, c'est un bâtard, mais c'est notre bâtard». Voilà. Et nous, on a besoin de maintenant de faire que Al-Julani soit le saint qui a libéré la Syrie. Et évidemment, Sijis, ce qui intéresse, c'est le pétrole, mais les Américains sont déjà à Dallas depuis maintenant 15 ans et ils pompent le pétrole depuis cette époque, parfaitement illégalement, au regard de toutes les lois internationales. On en envoyait beaucoup au début en Israël voilà. Et on privait la Syrie, quel que soit le régime, des revenus qui lui sont légitimement alloués par la nature. Alors je vois que Dubs, dit, «Si Bachar est un boucher, boucher Nixon, c'est quoi?» Alors, il y a les mauvais bouchers et les mauvais bouchers. Il y a pas de bons bouchers. Mais oui, non, bien sûr, il y a mais sans aller aussi loin, Nicolas Sarkozy, ce qu'il a fait en Libye devrait être poursuivi, devant la Cour pénale internationale. Oui, et ou alors Tony Stell nous rappelle, l'Occident a beaucoup parlé des couveuses en Irak, mais quasiment jamais du génocide des Kurdes à l'époque. L'Occident soutenait Saddam contre l'Iran et là, effectivement, c'est l'horrible gazage fait par Saddam Hussein, réel, des Kurdes. Et à l'époque, il était conseillé par Donald Rumsfeld, qui va devenir futur ministre de la Défense des États-Unis. Puis de toute façon, toute la guerre Iran-Irak est un énorme. C'est quelque chose qui a aussi été poussé, considérablement voulu par Washington. 1 million de morts, hein, juste celle-là, pour que avoir une idée des chiffres. Alors, je vais mettre beaucoup de bémols, sur le prochain sujet parce que donc il y a une vidéo qui circule, dont je ne sais pas trop, l'authenticité et cetera, mais que l'Algérie affirme avoir déjoué un projet de complot de la France, impliquant des agents de la DGSE dans le recrutement de terroristes pour cibler des villes algériennes. La révélation a poussé Alger à convoquer l'ambassadeur français. Comme j'ai dit, dur de savoir, si c'est parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de fausses nouvelles fabriquées. Je sais pas ce que tu en penses, mais de toute façon, si c'est tellement grotesque que même si, l'Algérie, l'affirme, voilà, bon bref. Qu'est-ce que toi tu en penses, Georges? Je pense que c'est la manifestation d'un état, de maintenant quasi pas conflit ouvert, mais de conflit diplomatique dur entre la France et l'Algérie. Voilà. D'ailleurs l'arrestation de Boualem Sansal, c'est un petit élément, dans ce contexte-là. Je pense qu'il n'aurait pas été arrêté, Boualem Sansal, s'il n'y avait pas les tensions entre la France et l'Algérie.
Donc les tensions sont nombreuses depuis longtemps, pour des raisons légitimes et illégitimes. Il est vrai que le pouvoir algérien ne cesse d'utiliser le passé pour justifier très largement sa nullité dans le gouvernement de l'Algérie, puisque énormément de jeunes Algériens sont pauvres et que la manne pétrolière et gazière disparaît dans les poches de son oligarchie. Euh, Maintenant, la France également, en particulier sous Emmanuel Macron, n'a pas été d'une intelligence foudroyante dans ses relations avec l'Algérie. Et encore récemment, Emmanuel Macron, qui reconnaît contre l'avis de l'ONU, hein, des Nations Unies, que le Sahara occidental, légitimement, appartient au Maroc, alors que c'est un sujet très discuté, d'abord par les Sahraouis qui sont là-bas. On rappellera qu'il y a toujours ce concept de, il n'y a pas que l'intangibilité des frontières. L'autre concept, c'est en relation internationale important, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Depuis des décennies, le Front Polisario y mène une lutte d'indépendance, qui n'est pas moins légitime que l'autre. Les Sahraouis sont soutenus par les Algériens. Donc on voit le conflit, le camp qu'a choisi la France. C'est un choix très, très, très étrange de la part d'Emmanuel Macron, mais de toute façon qui a manifesté, lui, sa nullité en allant 2 fois à Alger, toujours comme quand il est allé en Afrique. C'est même honteux pour la France, hein, son comportement. Et toujours avec cette idée imbécile que lui, Macron, mais c'est l'hubris qui l'anime, pourrait régler le problème, il va faire un voyage à Alger. Bon, il a été reçu assez vertement. La semaine qui a suivi ces voyages, là, toute la presse et les médias algériens, pour ceux qui suivent, se moquaient de lui à un point tel que normalement un État réagit. Hein. Mais bon, on ne l'a pas fait. Et les relations entre la Russie et l'Algérie sont vraiment, vraiment au beau fixe. Hein. Juste après une des visites d'Emmanuel Macron, l'Algérie a signé un contrat de 12 milliards de dollars d'achat de matériel militaire russe. Si les Russes, on va peut-être en parler, doivent partir de leur base de Syrie, bon, il y a déjà des accords en cours pour avoir des bases en Algérie, ce qui géopolitiquement pose beaucoup plus de problèmes pour la France, évidemment. Mais ça, c'est la nullité de la diplomatie macroniste, de se contenter de ce qui est maintenant un non-problème pour la Russie, de ce qui se passe en Syrie, mais qui va être un problème pour l'Europe, et de se retrouver avec une base militaire éventuellement russe à 800 km de nos frontières. Bon, bravo, félicitations. Voilà, donc je ne serais pas étonné que nos services opèrent d'une manière ou d'une autre en Algérie. Ça serait stupide de ne pas le considérer. Maintenant, est-ce que le gouvernement algérien a réellement trouvé quelque chose? Je ne sais pas. Et ils ne sont pas à la première manipulation près, eux non plus. Donc on verra. Alors, avant de passer à Hamzat, alors je suis désolé, je l'appelle Hamzat parce que Oui, Marco qui dit Macron est à accompagner l'armée de l'air algérienne avec des avions russes, oui, c'est se moquer de lui. Ça, ils sont. C'est Ibnoubs qui parle de la monnaie panafricaine, mais on en parlera sûrement avec Hamzat Boukari, oui, parce que c'est un tout sujet à fait. qui fait sens. Euh, Donc, juste un dernier mot, en fait, c'est sur la séquence un peu lunaire, qui s'est passée hier avec, François Bayrou. Alors ça a commencé avec François Bayrou qui a plus ou moins planté, selon les analystes, Bruno Retailleau en pleine, conférence de presse. Il a dit: «Bah, je vous laisse avec lui» et il s'en va. C'est-à-dire qu'il ne reste pas. Puis, le fait qu'il aille pas, il n'est pas, allé à la réunion de crise, sur, Mayotte. Il a préféré aller au conseil municipal de Pau. Heu, alors en plus, il y est allé en avion avec le jet présidentiel, heu, ça coûte beaucoup d'argent et pendant le conseil municipal de Pau, il a dit qu'il resterait aussi qu'il était, contre le cumul des mandats. Alors c'est un vaste sujet, la question du cumul des mandats, mais surtout il a dit qu'il resterait maire de Pau et donc
Ça c'est un début, un peu en fanfare et effectivement, personnellement, moi, je trouve ça assez choquant sur le fait qu'il devrait se rendre à Mayotte, même si, bon, il ne serait pas forcément d'une grande aide, mais par principe, par solidarité avec, les compatriotes français qui sont en grande difficulté à Mayotte et voilà, je sais pas, c'est François Bayrou égal à lui-même ou pas? Je sais pas ce que tu en penses, Georges? Mais si c'était mais voilà, comme dit Marco, mais pour ceux qui ont connu les guignols de l'info. Bon, d'abord, on est quand même dans une déroute, totale du macronisme, hein. On était censé être dans le renouveau de la politique, de la révolution, des grands changements. On a eu coup sur coup Michel Barnier et monsieur Bayrou, bon, c'est formidable. C'est la gérontocratie, c'est vraiment l'ancien monde. Alors d'abord, on a 2 choses. Concernant Mayotte, certains ont analysé le fait qui est tout aussi juste que Bayrou a dit bah, c'est au ministre de l'Intérieur de s'en occuper qui s'en occupe. Voilà. On est tous suffisamment à critiquer le fait que les politiques veulent se mettre devant la caméra pour parler de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Or, c'est clair que pour tout un tas de raisons, Bayrou ne maîtrise pas le sujet à Mayotte, puisqu'il vient d'être nommé ministre et qu'il doit s'occuper de former un gouvernement dans une situation très compliquée, et qu'il y a déjà quelqu'un qui s'occupe de la situation, c'est l'ancien, enfin toujours actuel démissionnaire ministre Retailleau. Bon, c'est pas complètement, ça serait d'ailleurs assez nouveau que l'autorité supérieure au ministre s'efface pour dire bah, écoutez, c'est lui qui s'occupe du sujet, je lui laisse la parole. Voilà, plutôt que de dire enfiler des perles, parce que c'est souvent le cas. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qui est beaucoup plus problématique, c'est qu'ils ne viennent pas au Conseil des ministres, enfin à l'Élysée, sur ce sujet-là. Un souci, et qu'à à la place, il préfère aller aux frais de la princesse, puisque ça a coûté 12 000 euros qu'il a pris l'avion, le jet présidentiel, pour aller à Pau, euh, à un conseil municipal. Bon, je pense que le conseil municipal pouvait se passer de Pau. Je sais que la ville de Pau est très importante pour Bayrou. Il est le roi de Navarre local. Il se compare à Henri IV qui est né à Pau. Bref, tout ça est très bien, mais un petit peu ridicule quand même. Tu allais dire quelque chose, Pedro? Non, mais je pensais qu'il était, hier, François Bayrou a réagi comme ça parce qu'il était très à fleur de peau, mais c'était nul comme blague. Oui. Et maintenant, c'est intéressant le fait qu'il ait dit qu'il va rester maire de Pau. C'est vrai qu'il ne fait pas beaucoup de cas de la durée de son poste de Premier ministre, hein. Il préfère bien garder ses arrières. Maintenant, sur le fond, je sais qu'on ne sera pas d'accord avec beaucoup de gens, mais moi, je suis contre le non-cumul des mandats. Ça a été une catastrophe pour notre démocratie que les députés ne puissent pas être maires en même temps. Alors, je sais que ça fait des baronnies. Je sais que ça fait des gens qui passent toute leur vie dans la politique, de maire à député, de député à maire, quand ils ne sont pas les deux, ou sénateurs. Sauf que ça a un avantage, c'est que ça ancre les hommes politiques dans un territoire et ils ont une responsabilité directe avec leurs mandats locaux, avec des gens qui les connaissent directement, qui les croisent dans la rue. Ça change énormément de choses et on le voit avec le Sénat. Et l'autre chose, c'est que ça donne une petite capacité de résistance face à des oligarques de plus en plus riches, de plus en plus puissants et qui se rient du politique, ce qui est souvent ridicule, mais qui a peu de moyens d'action. Or, justement, cette capacité de passer d'un siège à un autre, eh bien, fait qu'on avait une forme de classe politique et qui pouvait résister, quand elle le voulait, à des oligarques. Là, on a des gens qui ont un mandat, donc qui sont très très facilement balayables, et on peut aisément les menacer sur leur vie future, sur leur carrière, sur les revenus qu'ils vont pouvoir apporter à leur famille.
et on voit les effets assez délétères, sur l'Assemblée nationale. Heu, voilà, c'est une réflexion générale, mais bien évidemment, ça ne s'applique pas à Premier ministre et maire. Là, on est totalement dans le ridicule. Donc Bayrou, il nous fait un gros mais dès le début, ça va lui coller à la peau et c'est pas très malin en termes de communication. Alors il y a beaucoup de commentaires, effectivement, Bayrou, on aura sa peau, c'était pas mal. Sinon oui, certains disent que c'est compliqué, de travailler avec un maire, qui a un autre mandat et qui est assez peu présent. Il y a des conseils municipaux, il y a des adjoints et cetera. Mais je suis d'accord avec ce que dit Georges. En particulier, je pensais, au problème des entreprises et des délocalisations. Avoir quelqu'un qui connaît sa circonscription, qui sait les entreprises stratégiques de cette circonscription, qui sait qu'il faut défendre et qui, le cas échéant, peut aller à l'assemblée défendre, comme on dit, son terroir, bah, ça fait toute la différence. Et aujourd'hui, on Et a des députés complètement hors sol, et puis on a Fred Krum qui écrit, bah, su le cumul des retraites consécutives à l'exercice d'un mandat. Il a raison, c'est pas parce qu'on a plusieurs mandats qu'on c'est comme Marco qui écrit: «Il suffirait de diminuer l'empoignon quand il cumule». Bah oui, tout à fait. Non, la mmh, question n'est pas du alors je sais qu'il y en a qui le faisaient parce pour gagner beaucoup plus d'argent, mais on peut trouver une loi qui équilibre tout ça. C'est sûr nous, que on ça peut fait caper le salaire oui, max. on peut caper, c'est pas le problème. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des gens, des députés surtout, qui soient, représentants de la nation, qui soient ancrés, comme certains l'écrivent, il y en a plein qui vont pas sur leur territoire, des députés qui connaissent rien du tout. C'est tous ceux qui sont parachutés. Là, ça vous oblige à être là, et défendre des gens concrets et pas juste un peu comme ça dans l'éther politique.